Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons le professeur David Engels, qui est historien, belge, enseignant depuis quelques années à l'Institut Zachodni à Poznań en Pologne, dans le cadre d'un programme consacré à la crise de l'identité européenne. David Engels, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Alors, après de nombreux autres ouvrages, dont un qui s'appelle Le Déclin, paru en 2013, vous publiez aujourd'hui un petit livre avec comme titre Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe, paru aux éditions Blue Tiger. Alors, avec ce livre, vous proposez en fait une sorte de vade-mecum avec des pistes pour réaménager la vie quotidienne dans la situation actuelle, donc qui est justement pour vous une situation de déclin. Alors justement, David Engels, vous ne le cachez pas, vous avez une vision un peu pessimiste de l'avenir de l'Union européenne. Mais en quoi, pour vous, l'Europe est-elle aujourd'hui en déclin ? La véritable question qu'il faut presque se poser, c'est dans quel domaine est-ce que nous ne vivons pas dans une société de déclin. Partout où on regarde autour de nous, on a cette impression de morosité, à la fois dans les esprits. Je trouve qu'en Occident, on vit très fortement dans une ambiance, que les choses ne vont pas bien, un certain pessimisme ambiant, une attente que les choses iront plus mal dans le futur. On n'est pas dans un espoir positif tel qu'on le connaît dans d'autres pays du monde. Et puis, il y a aussi des bonnes raisons d'être pessimiste. Quand on voit à la fois des aspects comme par exemple la démographie chutante, comme la désindustrialisation, comme le chômage, comme la hausse de la dette souveraine, quand on voit aussi la perte par exemple des religions, quand on voit le problème identitaire livré ou dû à la mondialisation, quand on voit l'immigration, etc., on pourrait amener pour énumérer toute une série de différents points sur lesquels on voit que notre civilisation européenne, elle est vraiment mise devant une situation très périlleuse qui n'est pas arrivée du jour au lendemain et qui se préparait déjà depuis des années voire des décennies, et où il est sûr que la génération suivante va devoir relever des défis immenses en y étant très peu préparée. Alors, vous le précisez dans votre livre, ici, vous ne proposez pas de solution politique, vous ne parlez pas de réforme de société, ce sera l'objet d'un prochain ouvrage d'ailleurs. Vous proposez plutôt aux personnes, à niveau personnel, de pouvoir réagir à ce déclin. Comment faire ? Voilà, au niveau personnel, vous avez quelques exemples concrets ? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un diptyque, si on veut. J'ai voulu scinder les deux aspects. Je trouvais que de nos jours, on parlait très aisément des réformes politiques et sociales à une échelle très globale qui seraient nécessaires et ainsi presque très difficile à réaliser, mais auquel j'avais consacré justement un livre qui va paraître aussi en version française très bientôt, qui est la Renovatio Europae. Mais dans le livre dont nous discutons ce soir, il s'agit plutôt du volet personnel. Moi, je trouve qu'il est très difficile, en tant qu'historien, de diagnostiquer ce problème d'un déclin civilisationnel et en même temps de vivre comme si de rien n'était. Moi, mon grand souci était vraiment de savoir comment m'organiser moi-même dans la vie de tous les jours, comment faire pour rester fidèle finalement à cette tradition, cette culture européenne millénaire. Et donc j'ai tenté pour toutes les autres personnes qui se posaient aussi cette question de comment vivre dans une post-histoire presque, quelques pistes de réflexion qui s'organisent autour d'une vingtaine de très petits chapitres où à chaque fois j'essaie vraiment de mettre en avant le problème social ou culturel en question et d'un autre côté de voir ce que nous pouvons faire dans la vie de tous les jours. Alors c'est évidemment très simple, mais je crois que ça peut quand même donner un certain espoir aux lecteurs de lire quelques idées sur, par exemple, comment peut-on orienter sa manière d'acheter des choses, comment est-ce qu'on peut respecter finalement une certaine notion typiquement occidentale du devoir dans la vie de tous les jours, qu'il faut fonder une famille, comment éduquer ses enfants, comment il faut aussi se positionner face par exemple face au multiculturalisme, l'idée qu'il faut revenir à une certaine attitude positive par rapport à notre tradition spirituelle, judéo-chrétienne, le fait qu'il faut oser se sentir comme Européen, être fier de son histoire. Donc il y a toute une série de différents petits chapitres qui veulent se lire plutôt comme un vade-mecum, comme quelques inspirations très globales, comment on peut se positionner face à cette situation d'une perte identitaire, d'une perte culturelle assez visible et dont souffrent beaucoup de gens.
Alors justement, vous avez utilisé le terme société multiculturelle. Est-ce que pour vous, ça met en danger l'identité européenne? Est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que l'identité européenne est fondamentalement multiculturelle depuis des siècles? Tout ça est une question, comment définir le multiculturalisme. Il est sûr que l'Europe a été faite depuis des siècles de différentes formes d'apports venant de l'extérieur, venant de l'intérieur, des mouvements de population, des innovations, etc. Tout ça est assez clair. Mais il est aussi évident que nous vivons depuis au moins 1000 ans, si pas 2000 ans, dans une certaine continuité spirituelle où notamment les valeurs profondes du christianisme ont été le fil rouge qui a vraiment défini l'évolution de notre culture, ensemble évidemment avec les traditions gréco-romaines. Tout ça a été maintenu et valorisé aussi depuis des siècles. Or, nous vivons seulement depuis quelques dizaines d'années, je dirais, une cassure assez profonde avec ces traditions, une volonté de vouloir se redéfinir, se réinventer, de mettre de côté tout ce passé traditionnel qui est donc un des éléments qui amènent un certain déracinement identitaire où, sans ces racines justement centenaires ou millénaires, il est très difficile de se redéfinir et de faire ancrer dans l'esprit des gens aussi une alternative. Et puis, en même temps, nous vivons aussi, depuis quelques décennies aussi, une forme de migration quand même assez inouïe depuis des siècles, pourrons-nous dire, venant d'Afrique, venant du Proche-Orient, de personnes très souvent qui viennent d'un autre background culturel aussi, qui eux partagent plutôt des valeurs telles que développées essentiellement dans la culture musulmane et qui sont parfois très différentes, évidemment, de celles de la culture occidentale chrétienne, à même titre qu'elles sont différentes, par exemple, de la grande culture chinoise ou indienne. Et donc le fait de vivre ensemble, de développer ensemble un terrain d'entente est une grande épreuve pour cette identité européenne qui, justement, est touchée d'une certaine façon sur le mauvais pied à un moment où elle a très difficile déjà à s'identifier avec sa propre histoire. Et c'est pour ça que pour moi, cette phase me semble très difficile et essayer de mettre de côté nos traditions et de transformer finalement la culture majoritaire judéo-chrétienne en une minorité parmi d'autres et de définir l'Europe uniquement avec une certaine notion très vague de laïcité et de valeurs européennes me semble assez difficile pour assurer ce vivre ensemble. Moi, je suis assez persuadé qu'au contraire, en retour aux sources, une volonté de redéfinir justement l'Europe aussi par ses valeurs historiques, sans les imposer à quiconque, mais en tout cas de développer une attitude positive par rapport à eux, serait une solution beaucoup plus adéquate et probablement aussi beaucoup plus probable pour réussir à intégrer des personnes venant d'autres cultures que cette laïcité, ce multiculturalisme un petit peu vague qui réveille chez beaucoup d'entre eux, au contraire, des aversions assez flagrantes. Alors pour terminer, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Le pape François en 2014 s'était adressé à la fois au Conseil européen et au Parlement européen. Il a dénoncé un peu une Europe fatiguée, pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant des autres continents. Je cite une de ses phrases. Par ailleurs, il revendique aussi, bien sûr, le pape, les racines européennes. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que pour affronter ces défis que vous évoquez, un optimisme est quand même possible? L'optimisme est toujours possible, mais d'un autre côté, en étudiant l'histoire, il faut bien se rendre compte que les grandes sociétés, les grandes civilisations ont toujours des moments de montée, de descente, de déclin, de fin, etc. Donc ce serait assez arrogant de croire que notre civilisation européenne serait vouée à un futur fondamentalement différent. Donc là, de ce point de vue-là, je reste assez pragmatique et suis assez persuadé, comme j'ai essayé de le montrer dans le livre précédent d'ailleurs, de montrer les nombreuses analogies qui existent entre la crise actuelle et celle de l'Antiquité gréco-romaine au 1er siècle avant notre ère. Donc je reste modérément pessimiste, mais crois que, d'un autre côté, c'est notre devoir en tant qu'Européens de faire tout ce que nous pouvons pour faire perdurer ce qui reste de notre civilisation pour pouvoir le léguer aux générations futures. David Engels, merci beaucoup d'être venu présenter votre livre dont on rappelle le titre « Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe » publié aux éditions Blue Tiger. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est comme d'habitude sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.